Bonjour, je suis Augustin Leclerc, je suis interne en radiologie à Paris, en 6e semestre actuellement. On va passer cette conférence à parler de radiologie. Donc c'est une conférence qui est adaptée pour un niveau débutant, ce qui fait qu'on va parler essentiellement des bases en radiographie classique, en scanner, en échographie et en IRM. En tout cas les bases qui permettent de bien commencer une interprétation et de pouvoir ensuite facilement découvrir n'importe quelle pathologie, puisque une fois qu'on a les bases, on peut arriver à trouver des diagnostics. Donc on va commencer avec un dossier très simple qui concerne la radiographie pulmonaire, puisque je vous rappelle que les radiographies pulmonaires doivent pouvoir être lues par tout le monde, tous les praticiens, notamment aux urgences. Quand vous serez jeunes internes en fonction, vous verrez que personne ne lit les radiographies pulmonaires pour vous, le radiologue ne se lève pas pour lire les radiographies pulmonaires, donc il faut notamment très bien savoir lire ces radiographies pulmonaires. Donc on va voir qu'il y a des choses un peu compliquées et d'autres choses qui sont plus simples. Donc on va commencer par la base et ensuite on montre un petit peu. Voilà, donc déjà, question numéro 1 qu'on se pose, vous devez interpréter une radiographie pulmonaire. Devant tout examen radiologique, il y a un principe de base à respecter, c'est savoir si on peut interpréter cet examen. Trop souvent on se précipite sur l'examen, et parfois on tire de mauvaises conclusions. Ce qui est très important de faire pour n'importe quel examen, même pour un examen aussi simple qu'une radiographie standard, c'est de savoir si cet examen peut être interprétable. Et pour ça, il faut voir si les critères de qualité de cet examen sont remplis. On va voir quels sont les critères de qualité pour la radiographie pulmonaire. Alors, c'est une question qui est assez courante, assez connue. C'est souvent la première question qu'on vous pose quand vous arrivez en stage de sémiologie à l'hôpital. C'est quels sont les critères d'interprétation d'une radiographie pulmonaire. En pratique, il y en a 4 majeurs qu'il faut bien savoir retrouver. Donc le premier, qui est un élément de base, c'est de savoir si la radiographie est bien inspirée. En effet, je vous rappelle que pour faire une radiographie pulmonaire, vous imaginez que vous êtes à la place de l'appareil radiographique. Ceci va être la console, la plaque où le poumon va être inscrit sur la plaque. Et si moi je suis le patient, en pratique, je ne me mettrai pas face à la caméra, mais toujours dos au rayon X, afin d'avoir une image pulmonaire qui soit inversée. Pourquoi est-ce qu'on se met dos au rayon X et pas face au rayon X? C'est très simple. Le cœur étant situé à la partie antérieure du thorax, ce qu'on veut au maximum, c'est limiter tout ce qui est le flou et notamment l'agrandissement des structures. Vous savez très bien que lorsqu'on envoie des rayons X sur une cible, les rayons X vont avoir tendance à diverger depuis le point d'origine vers le point d'arrivée. Et donc toutes les structures qui vont être proches du rayon et loin de la cible vont être agrandies. Toutes les structures qui sont proches de la cible et loin des rayons vont garder leur structure normale. Donc pour la radiographie pulmonaire, l'un des points importants, c'est d'avoir le cœur qui a la taille la plus normale possible, ce qui fait qu'on met le thorax face à la plaque, donc loin des rayons, ce qui limite l'agrandissement des poumons, et notamment du cœur. Par contre, le fait d'avoir ces petites astuces pour bien interpréter le cœur, ça nous entraîne à avoir des images qui sont un peu déconcertantes, notamment au niveau des côtes. On va voir tout de suite les images de côte qu'on voit bien, c'est-à-dire cette image de côte, là, avec un double arc. Ce n'est pas une côte antérieure comme on pourrait le penser, mais c'est un arc postérieur de deux côtes. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler que les côtes sont des arcs de cercle, avec un arc antérieur, un arc moyen et un arc postérieur. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce petit trait bleu constitue un arc antérieur, un arc postérieur de côte. Donc très important à savoir. Les arcs antérieurs, eux, sont beaucoup moins visibles. Vous les voyez, on peut les deviner ici, comme ceci. Ils vont être beaucoup moins bien délimités par les rayons X et beaucoup moins bien visibles. Donc attention à ne pas faire de confusion. Tout ceci, ce sont des arcs antérieurs, comme ça, comme ça, comme ça. Et ceux-ci sont des arcs postérieurs, donc qui ont d'ailleurs une obliquité un peu différente. Donc ça c'est important, c'est le premier point à connaître pour la radiographie pulmonaire. Ensuite, donc, pour savoir si une radiographie pulmonaire est bien inspirée, je vous rappelle que pour avoir un maximum de parenchyme pulmonaire, ce qui nous intéresse c'est vraiment de savoir si les poumons sont pathologiques ou non, il faut avoir une très bonne inspiration pour abaisser les coupoles diaphragmatiques et avoir un maximum de visualisation des poumons. Donc pour savoir si une radiographie est bien inspirée ou pas, en fait il suffit de compter le nombre d'arcs antérieurs de côte. Donc je vous rappelle que les arcs antérieurs de côte
Alors contrairement à ce que j'ai mis là, je vais effacer tout de suite. Donc, vous aviez bien compris que ça c'était l'arc postérieur et ça c'était l'arc antérieur. Donc pour savoir si une radiographie est bien inspirée, il faut avoir au moins 6 arcs antérieurs de côte, attention c'est bien ceux-là, qui soient au-dessus de la coupole diaphragmatique. Donc la coupole diaphragmatique, ça correspond à ça. C'est ce qui limite le poumon en bas. Vous avez remarqué que juste en dessous, vous avez une structure qui va correspondre au foie. Et donc, au-dessus de cette coupole diaphragmatique, il doit y avoir au moins 6 arcs antérieurs de côte. Donc si on fait le compte ensemble, on va avoir le premier arc antérieur qui est ici, le deuxième ici, le troisième là, le quatrième qui est comme ceci, le cinquième qui est là, et un sixième arc antérieur qui est ici. Là vous voyez que le septième arc antérieur qu'on a, qui est comme ça, il va croiser la coupole diaphragmatique, ce qui est normal. Ce qui est important de savoir, c'est que on doit avoir au moins 6 arcs antérieurs qui sont strictement au-dessus de la coupole diaphragmatique. Donc là, la radiographie est bien inspirée. Donc on va effacer un petit peu toutes ces annotations. Un autre critère majeur pour savoir si une radiographie est interprétable ou pas, c'est de savoir si elle est bien symétrique, si le patient est bien symétrique par rapport aux rayons X. En effet, vous pouvez compter sur vos manipulateurs radio pour vous faire des radiographies de bonne qualité. Cependant, il faut toujours être critique par rapport à leur travail. Et donc notamment, un des critères pour savoir si la radiographie est bien de face, si le patient était bien positionné, est de savoir si elle est symétrique. Donc pour la symétrie, c'est pas très compliqué non plus. Vous prenez cette ligne-là, qui correspond aux épineuses du rachis vertébral. Si vous palpez le dos, vous sentez les épines, c'est les épineuses. Donc c'est celles qu'on voit qui sont strictement médianes. Ensuite, vous prenez l'extrémité des clavicules. Donc les clavicules, elles sont là. L'extrémité, elle fait comme ça. Voilà. Et il faut que la distance qui sépare l'extrémité des clavicules par rapport à la ligne médiane des épineuses soit strictement identique. Donc là, si on regarde bien, on a cette distance-là qui est à peu près égale à cette distance-là. Donc on a une radiographie qui est bien symétrique. Le troisième critère, pour savoir si une radiographie est de bonne qualité ou non, j'efface tout ce qui ne sert à rien, c'est de savoir si elle est bien pénétrée. Alors la pénétrance des rayons, c'est un critère qui est très important, c'est savoir en fait si les rayons X, en fait on peut décider sur la machine directement quelle est la puissance des rayons X qu'on va donner. On peut soit donner des rayons X très puissants qui vont traverser facilement le corps et qui vont pouvoir donner des images très précises de très bonne qualité, notamment tout ce qui est os. On va augmenter ce qu'on appelle le kilovoltage pour avoir des critères de qualité qui soient optimaux, pour avoir une très belle interface entre l'os et le reste de l'organisme. Par contre, pour bien voir le poumon par exemple, qui est du tissu mou, donc c'est pas de l'os, on va mettre des rayons X qui sont d'un peu moindre puissance. Donc on va diminuer le kilovoltage. Cette manipulation, elle est faite directement par les manipulateurs radio également. Cependant, c'est toujours un petit peu difficile à paramétrer, et parfois on peut avoir des radiographies qui sont soit trop pénétrées, soit pas assez pénétrées. Dans ces cas-là, on va avoir une radiographie qui sera soit trop blanche, soit trop noire, donc c'est important pour l'interpréter également. Alors pour savoir si une radiographie est bien pénétrée ou pas, il y a un autre critère qui est très simple. Il faut que vous regardiez, là vous avez votre silhouette cardiaque qui est ici, là vous avez la colonne vertébrale qui est derrière, et en fait, vous voyez bien qu'en haut, vous avez des vertèbres qu'on voit très bien, avec les épineuses, et on voit très bien la structure de la vertèbre. Autant en arrière du cœur, on les voit beaucoup moins bien. Et le critère pour savoir si c'est bien pénétré ou pas, c'est qu'il faut qu'on continue à voir, à deviner un petit peu ces vertèbres, ces corps vertébraux, en arrière du cœur. Il ne faut pas les voir aussi bien qu'en haut, mais il faut continuer à les voir suffisamment pour pouvoir dire, là il y a un corps vertébral, et pour pouvoir limiter les limites entre les différents corps vertébraux, donc ici par exemple, et ici. Donc ça c'est le critère de la pénétration des rayons. Quels sont les repères anatomiques à savoir repérer sur une radiographie pulmonaire? Donc là, on a vu principalement quels étaient les critères de qualité. C'est une étape indispensable avant toute interprétation de radio.
une fois qu'on a vu que la radiographie était de bonne qualité, donc bien centrée, on rappelle, c'est-à-dire bien symétrique l'extrémité des clavicules par rapport à l'épineuse, bien aspirée, ça veut dire 6 arcs antérieurs de côte qui sont supérieurs strictement à la coupole diaphragmatique, et pas 7 arcs ou pas les arcs postérieurs notamment. Et enfin, dernier critère, la pénétrance des rayons, qui doit être suffisante pour pouvoir voir les vertèbres en arrière du cœur, mais pas trop, pour ne pas avoir un aspect trop blanc de la radiographie. Alors, les repères anatomiques, c'est pas très compliqué, ça non plus. En gros, on va partir des structures osseuses initialement, pour aller ensuite vers les structures à l'intérieur, vers le médiastin. Donc les structures évidentes, on vient de le voir, c'est la clavicule. Donc la clavicule qui a son bout, qui arrive directement au niveau du manubrium sternal. Donc la clavicule, il faut toujours vérifier ce genre de choses sur une radiographie normale. Toujours vérifier qu'il n'y a pas une fracture de clavicule par exemple qu'on ne verrait pas, qui passerait inaperçue. Ensuite, un élément très important à voir, c'est l'omoplate. Et alors l'omoplate c'est important puisque vous voyez qu'elle va se projeter en arrière de la trame pulmonaire. Donc attention à ne pas interpréter de fausses images qui sont liées à la présence de l'omoplate. Vous voyez notamment de ce côté-là que toute cette zone est beaucoup plus dense, et en fait ce n'est pas lié au poumon lui-même, mais c'est lié à la présence, encore une fois, de l'omoplate, qui vient en fait vraiment se coller derrière le poumon, et comme toutes les structures sont superposées sur une radiographie de thorax, on va avoir l'impression d'avoir une fausse image d'opacité qui est en fait la projection de l'omoplate. Donc attention, c'est un petit piège à bien connaître. Sur certaines radiographies, on peut également voir la tête de l'humérus, donc du bras, ainsi qu'une partie de l'humérus. Ici on l'a coupé, mais c'est toujours bien également de regarder ça, surtout chez les personnes âgées qui peuvent avoir de l'arthrose, qui peuvent avoir des ruptures de coiffe et d'autres pathologies qui touchent le bras. Ensuite, une autre structure importante qu'on vient de voir, c'est le rachis vertébral. Donc vous voyez que le rachis vertébral est composé par les vertèbres. On voit uniquement le bord des vertèbres, le bord latéral, et on peut voir également cette structure-là qui correspond à l'épineuse. Donc je vous rappelle que l'épineuse est vraiment centrée par rapport au rachis. Les autres structures osseuses à regarder, on les a vues tout à l'heure, ce sont les côtes. Donc je vous rappelle que les arcs costaux qu'on voit très bien sont les arcs postérieurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et les arcs costaux qu'on voit moins bien, comme celui-ci, sont des arcs antérieurs. Donc ce sont les arcs qui vont être intéressants pour savoir si la radio est bien inspirée ou pas. Donc une fois qu'on a vu les structures osseuses, on va passer à l'autre élément qui est très intéressant, c'est-à-dire les structures médiastinales. Je vous rappelle que le médiastin est situé au centre de la radiographie pulmonaire. Il en constitue une étape incontournable et ses contours peuvent être parfois un peu difficiles à appréhender. Donc on va regarder ensemble comment réussir à bien comprendre à quelle structure s'apparente chaque critère. Là. Petit problème pour y passer. Voilà. Donc on va commencer d'abord par le bord droit du cœur. Donc ça, je vous rappelle également qu'une radiographie forcément va être en sens inverse par rapport à ce qu'on peut voir. Donc la gauche sera en fait la droite du patient et la droite sera la gauche. Donc ici, vous voyez que c'est bien marqué, donc c'est facile. Mais c'est toujours important de savoir si on est à gauche ou à droite. Un autre élément aussi sur lequel je ne me suis pas arrêté, c'est le fait que la radiographie soit debout, assise ou couchée. Donc ça c'est très important puisque on considère qu'une radiographie de bonne qualité ne peut être faite que debout. Donc toute radiographie qui va être couchée ou assise va forcément être moins bien interprétée, notamment parce qu'on n'aura pas tous les critères de qualité. Et un des éléments très importants en cas de radiographie couchée ou assise, c'est qu'on ne pourra pas évaluer le volume du cœur. Donc le cœur se situe là. On ne pourra pas évaluer si le cœur est trop gros ou pas assez gros. Donc, une des règles essentielles quand on commence à lire le médiastin, c'est de savoir justement si le cœur est trop gros, ce qu'on appelle une cardiomégalie, ou s'il est une taille normale. Donc pour ça, on utilise ce qu'on appelle l'index cardiothoracique. C'est cette distance-là qui est en vert, ce qui correspond à la taille complète du cœur dans son plus grand axe.
et cette distance va être rapportée à la taille, au diamètre global de la cage thoracique, c'est-à-dire de chaque côté de la paroi des parois costales. En pratique, cette distance, elle doit être systématiquement inférieure à 0,5. En tout cas chez l'adulte. Chez l'enfant, c'est un peu différent. Mais chez l'adulte, un cœur normal doit être systématiquement faire la moitié de la taille totale du thorax. En cas, donc c'est ce qu'on appelle l'index cardio-thoracique. En cas d'index cardio-thoracique supérieur à 0,5, on considère qu'il y a une cardiomégalie. Donc il faut rechercher une cause de cette cardiomégalie, une insuffisance cardiaque, une pathologie ischémique, valvulaire, etc. Donc ça c'est très important. Ce calcul de l'index cardio-thoracique ne pourra pas se faire en cas de radiographie couchée ou au lit du patient. Donc parfois on voit des patients qui sont adressés pour cardiomégalie et qui en fait sont des fausses cardiomégalies puisque la radiographie était soit de mauvaise qualité, soit le patient était debout. Enfin, n'était pas debout, justement. Donc, pour appréhender ce médiastin, on va commencer par la droite et par le haut. Je vous rappelle encore une fois qu'une radiographie, c'est une superposition de tous les éléments qui sont traversés par les rayons X sur la plaque en arrière. Donc, dans tous ces éléments, il y a forcément des structures qui se superposent, la peau, les structures osseuses, le poumon, et enfin, la paroi vertébrale en arrière. Donc on va commencer par en haut. Toute cette zone-là est constituée en fait par le tronc veineux brachiocéphalique droit. Donc c'est une structure veineuse qui est liquidienne donc par définition et qui va être plutôt opaque. De l'autre côté, c'est pareil. Ici, nous aurons le tronc veineux brachiocéphalique gauche, parabulangage, qui est également une structure vasculaire. Si on continue, si on prolonge par en bas, on va avoir sur cette partie-là la veine cave supérieure, qui va ensuite se jeter dans l'oreillette droite, et l'oreillette droite ça tombe bien, puisque c'est la structure qui est la plus basse et la plus à droite du médiastin. Donc on a tronc veineux brachiocéphalique, veine cave supérieure, puis oreillette droite. Ça c'est le côté facile. De l'autre côté c'est un tout petit peu plus compliqué, puisque en dessous du tronc veineux brachiocéphalique gauche, on va trouver immédiatement après le bouton aortique. Donc là je le fais grossièrement schématiquement. Sur une radiographie normale, on devrait avoir un bouton aortique qui fait vraiment une boucle qui est opaque. Ici, j'ai exagéré cette boucle. En pratique, vous verrez que l'aorte part comme ça et est ensuite à une direction comme ça. Donc au lieu d'avoir un vrai bouton, on a plutôt une ligne aortique qui va descendre depuis la crosse qui est ici jusqu'en bas. Je vous rappelle que grossièrement, l'aorte va avoir un chemin comme ceci, avec une portion ascendante, la crosse, et la portion descendante, qui va être plutôt latéralisée du côté gauche du médiastin. Donc si on reprend nos contours du cœur, on a donc cette crosse aortique qui est ici. Juste après, nous avons le départ des artères pulmonaires, en tout cas de l'artère pulmonaire gauche. Donc ça fait en fait une sorte de double bouton, le bouton aortique, un petit creux, puis le départ de l'artère pulmonaire gauche. C'est important à savoir, on le verra tout à l'heure, puisqu'il peut se passer des choses dans cette région qu'on appelle le bouton aortique et la fenêtre inter-aortico-pulmonaire. Ensuite, en dessous de cette artère pulmonaire, ça devient également assez simple, puisqu'on tombe rapidement sur le ventricule gauche, qui va avoir une forme comme ça. Donc en gros, sur une radiographie pulmonaire, ce qui est le plus à droite, c'est toujours l'oreillette droite, ce qui est le plus à gauche, c'est toujours le ventricule gauche. C'est pas très compliqué. Est-ce qu'on voit le ventricule droit et est-ce qu'on voit l'oreillette gauche? On peut les voir, notamment s'ils sont hypertrophiés, s'ils sont dilatés, mais sur une radiographie pulmonaire normale, ils vont être confondus avec les autres structures. Donc voilà, là vous avez le médiastin de base, tronc veineux brachiocéphalique à droite, veine cave supérieure, oreillette droite, et à gauche, tronc veineux brachiocéphalique gauche, le bouton aortique, très important,
le départ de l'artère pulmonaire et ensuite le ventricule gauche qui est très large et qui va aller jusqu'à la coupole diaphragmatique. Donc, je vous rappelle, les coupoles diaphragmatiques, elles se prolongent comme ceci et comme ceci. Une structure anatomique à connaître également, c'est la poche arrière gastrique qui se situe ici. Vous voyez, c'est le petit croissant d'air qui est juste sous la coupole diaphragmatique. C'est ce qu'on appelle la poche arrière gastrique. Et attention pour plus tard, il ne faut pas confondre cette poche arrière gastrique avec un pneumopéritoine. Un pneumopéritoine, c'est quand il y a un trou donc dans le tube digestif, avec de l'air qui va s'accumuler sous la coupole diaphragmatique. Donc très important à savoir. Donc voilà, je vous ai remis pour vous les différents repères à voir. Et on va passer aux zones pièges à vérifier. Alors les zones pièges à vérifier, il y en a essentiellement 4, qui sont souvent mal connues des étudiants, parfois également des médecins, mais ce sont des zones systématiquement à vérifier parce qu'il peut y avoir des pathologies qui passent inaperçues par ailleurs. Donc on va commencer par la première zone piège, qui n'est pas vraiment une zone piège mais plutôt une structure anatomique de base, qui est liée aux pellicules pulmonaires qu'on voit ici. En fait, ça correspond aux structures aériennes et vasculaires qui sont issues des artères pulmonaires. Donc à gauche, on a l'artère pulmonaire gauche qui va démarrer, et à droite, on a l'artère pulmonaire droite qui est accompagnée par la bronche souche droite qui va démarrer également. Un point très important à savoir, c'est que la ligne qui passe par le bouton pulmonaire gauche doit toujours être supérieure à celle qui passe par le bouton pulmonaire droit. Ceci est lié à juste une disposition anatomique de base. En fait, la bronche souche à droite va passer au-dessus de l'artère pulmonaire droite, donc va l'abaisser, alors qu'à gauche, les deux partent en même temps, et donc il n'y aura pas de phénomène de compression de l'artère pulmonaire gauche par la bronche souche gauche. Donc c'est pour ceci que ces deux lignes doivent toujours être... il doit toujours y avoir la ligne gauche qui est au-dessus de la ligne droite. Au maximum, elle peut être au même niveau, mais jamais au-dessus. Si cette ligne-là, à droite, est au-dessus de la ligne gauche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui comprime ou qui attire la structure, et donc il faut chercher une tumeur ou une atelectasie, ou des ganglions ou autre chose. Donc ça, toujours bien regarder les pédicules vasculaires pour vérifier que la position est la bonne. La deuxième zone à regarder, on en a parlé juste avant, c'est celle qui correspond à la fenêtre aortopulmonaire. Donc là, je grossis volontairement schématiquement sur le dessin, mais on doit avoir au-dessus, à gauche, le bouton aortique, en dessous la fenêtre aortopulmonaire, et juste en dessous encore, le départ de l'artère pulmonaire gauche. En cas de ganglion notamment, on va avoir un aspect globalement convexe de toute cette zone-là, et une disparition de cette fenêtre aortopulmonaire qui doit toujours rester concave vers l'intérieur. Donc regardez toujours cette fenêtre, c'est important. Parfois vous ne verrez pas de fenêtre aortico-pulmonaire, notamment lorsque vous avez une aorte qui est trop importante ou un peu dilatée, en cas d'anévrisme chez les personnes âgées par exemple. Mais chez une personne jeune, toujours regardez bien cette zone pour voir s'il n'y a pas d'adénopathie ou d'éléments en faveur d'un lymphome ou pourquoi pas d'une sarcoïdose. Donc ceci était la deuxième zone à bien regarder. La troisième zone à bien regarder, et c'est celle-là qu'on loupe le plus souvent, c'est toute la zone qui est rétrocardiaque. Vous allez me dire, on voit le cœur, pourquoi regarder ce qui se passe en arrière du cœur? Et en fait, le vrai piège est là, puisque vous allez remarquer que les poumons démarrent comme ceci, descendent jusqu'en bas, jusqu'au cul-de-sac pleural en bas, et ici, en fait, ils vont aller... Alors déjà, ils sont collés beaucoup plus à la paroi que ce qu'on pense. Donc, bien toujours analyser cette zone-là, qui est en projection du médiastin et également des vertèbres, qui est également une zone où il y a des poumons. Et surtout en arrière du cœur, vous voyez que le poumon continue à être présent. Et on peut très bien louper, si on ne regarde pas cette zone,
une tumeur, ou un foyer pulmonaire, ou toute autre chose qu'on verrait parfaitement bien sur cette zone-là. Vous voyez que la zone du parenchyme pulmonaire tel qu'on le voit en noir ici est très simple d'analyse, puisqu'on n'a rien qui se projette au-dessus à part les côtes. Par contre, au niveau du cœur, ça va être beaucoup plus difficile de voir s'il y a une différence de densité entre une structure normale et une structure pathologique. En tout cas, toujours regarder en arrière du cœur pour savoir s'il y a quelque chose d'anormal, pour vérifier qu'il n'y a pas justement de tumeur ou de foyer pulmonaire. Très souvent, on se fait piéger, surtout au début, on ne regarde pas dans cette zone, et on se rend compte par la suite que le patient qui a toujours de la fièvre avait en fait un foyer pulmonaire, donc une infection pulmonaire, qui était rétrocardiaque. Et souvent, quand on s'est fait avoir une fois, on regarde après toutes les fois. La dernière zone à regarder, c'est un peu le même principe. C'est le poumon du côté droit, il va jusqu'au niveau du cul-de-sac pleural droit. Également ici, ne pas oublier qu'il s'arrête quasiment au niveau de la ligne médiane, donc il faut regarder le poumon jusqu'aux épineuses quasiment. Et notamment en bas, ce qui est très important, c'est que le poumon ne s'arrête pas comme ceci, au niveau de la coupole diaphragmatique, mais plutôt, on va le faire en rouge, il va s'arrêter comme ceci. Et donc vous voyez que toute la zone qui est située sous la coupole diaphragmatique droite, qui est occupée par du foie, peut également être occupée par du parenchyme pulmonaire. Donc là encore, ça va être une zone qui va être beaucoup plus difficile d'analyse, puisque le foie va gêner l'analyse fine du parenchyme. Mais il faut toujours regarder cette zone pour vérifier qu'il n'y a pas de tumeur, pas de foyer infectieux ou de pathologie. Si vous regardez attentivement au niveau de cette zone-là, vous voyez qu'il y a des petites structures fines qui correspondent au vaisseau, qui se prolongent depuis ici, et qu'on voit aller directement sous la coupole pour prolonger le parenchyme pulmonaire. Donc ça vous prouve bien qu'il y a du poumon en arrière du foie. Donc toujours bien regarder ces zones-là. Je rappelle les zones, donc la fenêtre intera-aortico-pulmonaire, les deux pédicules vasculaires droite et gauche, la fenêtre rétrocardiaque, et enfin en sous diaphragmatique, sous les coupoles diaphragmatiques. Une fois que vous avez fait cette checklist avec les 4 zones pièges, vous pouvez passer à la suite, vous pouvez passer à l'interprétation proprement dit. Donc premièrement, toujours vérifier que la radiographie est de bonne qualité. Deuxièmement, toujours regarder les zones pièges. Et ensuite, troisièmement, mon dernier conseil, c'est de toujours revoir toutes les structures anatomiques pour vérifier qu'elles sont bien à leur place. Très souvent, lorsqu'un diagnostic est manqué, c'est une structure qui sautait aux yeux, par exemple une énorme fracture de la clavicule qui n'a pas été vue, parce qu'on n'a pas fait l'effort de bien revoir toutes les structures les unes après les autres. Donc je vous rappelle, pour interpréter une radiographie pulmonaire, vous pouvez aller dans tous les sens que vous voulez, vous pouvez aller de l'intérieur vers l'extérieur, vous pouvez aller en spirale, vous pouvez partir de la périphérie pour aller vers l'intérieur, ou vous pouvez faire tout simplement une checklist en mettant structure osseuse OK, structure médiastinale OK, parenchyme pulmonaire OK, et parties molles, parce que les parties molles également sont importantes, au-delà des côtes, OK. Une fois que vous avez fait cette checklist, vous êtes quasiment sûr de tout avoir regardé, et vous pouvez dire que la radiographie est normale. Donc encore une fois, ça paraît assez simple une radiographie pulmonaire. C'est un examen très simple, il y a une seule coupe, comparé au scanner aujourd'hui où il y a plus de 1000 ou 2000 coupes, ça paraît rien. Mais je vous rappelle que sur une seule coupe, on a une masse d'informations énorme et qu'il faut toujours s'astreindre à bien analyser de façon complète toutes les structures. Alors voilà, je vous ai remis un schéma qui est tiré d'une éther. Vous voyez très bien notamment en bas, vous voyez le poumon, on vous montre bien jusqu'où il va. Et vous voyez que toute cette zone ici est une zone où il y a du foie, mais également du poumon. Donc toujours regarder dans cette zone. Et je vous rappelle que les cul-de-sac pleuraux, qui sont situés ici, sous cette ligne-là, doivent toujours également être bien analysés, puisque lorsqu'il y a un petit épanchement pleural, un peu de liquide dans la plèvre, ce sont les premières zones structurelles qui vont être opacifiées. Donc en cas d'épanchement pleural de très petite abondance, c'est la seule zone qui sera visible opacifiée. Donc toujours bien regarder, toujours vérifier que cette zone est bien mise. Alors,
On va passer maintenant à la sémiologie radiographique de base. Donc pour savoir interpréter une radiographie, quelle qu'elle soit, il faut connaître des termes très simples. Donc vous connaissez probablement déjà ces termes-là. Pour une radiographie standard, on ne va pas dire que la région est trop blanche, mais on va dire qu'elle est opaque. Et lorsque la région est noire, on va dire que c'est une clarté. Alors, ça paraît un peu bizarre, pourquoi le noir ça devient clair, pourquoi le blanc ça devient opaque? En fait, tout simplement, c'est parce qu'on parle d'opacité ou de clarté en fonction du comportement des structures par rapport au rayon X. Une structure qui va être molle, qui va procurer peu de résistance au rayon X, va être très noire, donc ça va être une clarté, parce qu'il n'y a pas eu de résistance. Par contre, une structure osseuse qui va opposer beaucoup de résistance au rayon X, qui va être traversée plus difficilement, elle va être blanche, parce que les rayons X se seront arrêtés sur cette structure, mais on va dire que c'est une opacité, puisque c'est quelque chose qui arrête les rayons X. On parle d'opacité de clarté, initialement, par rapport à la radiographie pulmonaire, puisqu'on avait des foyers pulmonaires, on disait qu'il y avait une opacité sur la radiographie, et donc c'est resté. Donc on ne dit pas blanc ou noir, on dit opaque ou hyper clair. Après, donc les différents niveaux de gris à connaître. Je vous rappelle que la radiographie pulmonaire et les radiographies dans leur ensemble ne sont pas en couleur, toujours pas, et elles ne le seront pas puisque c'est le principe. Par contre, l'analyse des structures se fait en fonction du niveau de gris, en fonction du niveau de blanc jusqu'au noir. Donc l'os est très opaque. Je vous rappelle une structure osseuse, par exemple comme la clavicule. Vous voyez que c'est très blanc, très opaque, ça oppose beaucoup de résistance au rayon X. Donc ces structures osseuses calcifiées vont être facilement repérables partout dans l'organisme. Donc c'est important de savoir les repérer. Le liquide, lui, va être opaque, mais moins opaque que l'os. Ici notamment, on va considérer que le sang qui est contenu dans le cœur est un liquide, donc il va être un petit peu opaque. Donc vous voyez qu'il est blanc, mais un peu moins blanc que les structures osseuses. Les tissus mous et la graisse ont une opacité qui est moindre, voire déjà un début de clarté pour la graisse. Donc les parties molles, elles se voient au-delà des côtes, ici. Vous avez à la fois des parties molles qui sont là, mais également de la graisse qui est ici. Vous voyez que la graisse, classiquement, elle n'est pas très dense, et souvent on ne la regarde même pas puisque elle est très peu visible. Cependant, pour certaines radiographies, notamment des articulations, il faut toujours bien garder cette graisse, puisque s'il y a un épanchement liquidien, cette graisse qui est peu visible va finalement devenir visible à cause du liquide qui va s'infiltrer à l'intérieur. Donc toujours bien la regarder. Et enfin, l'air qui est évidemment très clair. Donc ici, vous avez du parenchyme pulmonaire qui est là, donc dans le lobe pulmonaire droit. Et vous voyez que c'est quasiment noir, encore que, bien faire attention, c'est toujours moins noir que le vide. Vous voyez qu'ici, c'est du vide, puisque l'homme n'est plus traversé par l'air X. C'est toujours moins noir, le parenchyme pulmonaire, que la clarté du vide à côté. Ça, c'est important également, puisque le parenchyme pulmonaire n'est pas complètement noir, mais plutôt très légèrement grisâtre. En cas de pneumothorax, par contre, où il y a un décollement d'une partie du poumon, on va avoir toute une zone qui va être aussi noire que le vide. Donc c'est un point important. Donc cette sémiologie de base, elle peut s'appliquer pour n'importe quel type de radiographie, notamment des radiographies des genoux, des épaules, etc. On identifiera les structures calcifiées en priorité, les os, des calcifications sur des tendons, etc. Les liquides également. La graisse sera un élément très important, on le verra également. Et enfin, l'air est visible principalement au niveau du poumon et au niveau de l'ASP, on verra tout à l'heure. Alors, quels sont les principes d'interprétation de la radiographie? Notamment pour le poumon. Pour le poumon, on a deux principaux outils qui sont le principe de la tangence et le signe de la silhouette, qui peuvent être un peu compliqués à appréhender initialement, mais on va bien le détailler ici, et qui permettent vraiment de comprendre quelle structure on voit et de faire des diagnostics intéressants. Notamment, je vous rappelle donc encore une fois que la radiographie pulmonaire, c'est un volume en 3D qui est tassé sur une seule coupe en 2D, et qu'on n'a plus aucune idée de la position des structures les unes par rapport aux autres. Par contre,
si on utilise ces deux signes, la tangence et la silhouette, qu'on sait de l'anatomie qu'on connaît tous bien sûr par cœur, on arrive à savoir dans quelle structure et à quel étage on est par rapport à notre radiographie. Donc le principe de tangence, c'est pas très compliqué. Le principe de tangence, c'est uniquement qu'il y ait une bonne visibilité des structures en cas de rayon tangentiel. Donc en gros, ici la clavicule, on imagine donc encore une fois que le rayon X vient de chez vous, de la caméra. Il va couper ma clavicule de manière tangentielle, donc les bords de la clavicule sont coupés de façon tangentielle, et ça va donner une image qui est très nette, avec des bords qui sont parfaitement bien visibles. Vous voyez qu'ici, les bords sont très bien visibles, puisque les rayons sont tangentiels à la structure traversée. Ça c'est important à savoir, puisqu'une structure qui justement ne va pas être tangentielle va avoir tendance à être un peu plus floue, notamment si on considère un petit lipome sur la peau, donc une boule de graisse qui est sur la peau, ça peut parfois donner de fausses images de nodules pulmonaires. Simplement, ces lipomes vont avoir un côté, vont être comprimés en fait contre la plaque, vont avoir un côté qui va être net, qui sera le côté qui sera raccordé à la paroi, et l'autre côté qui sera écrasé un petit peu mollement contre la plaque, qui lui ne sera pas tangentiel au rayon, et qui du coup sera visible de manière floue. C'est comme ça qu'on sait si un nodule est un vrai nodule, ou si c'est en fait une structure qui est extra-pulmonaire. Donc le principe de la tangence, c'est le principe de base, il est intéressant, il faut juste le savoir, mais il ne nous aide pas trop. Le signe de la silhouette par contre, lui, est beaucoup plus intéressant. S'il y a un seul signe à connaître en radiologie, c'est le signe de la silhouette, notamment pour la radiographie pulmonaire, puisqu'il permet précisément de savoir si on est dans le thorax, dans quel lobe du poumon on est, où on est par rapport au médiastin, antérieur, moyen, inférieur, postérieur, ou supérieur, moyen, inférieur, et également de savoir si deux structures sont dans le même plan. Donc ça paraît un petit peu compliqué pour l'instant, on va comprendre tout de suite. Les deux principes du signe de la silhouette, c'est qu'entre deux structures qui ont la même densité, notamment deux structures liquidiennes, typiquement on va avoir le cœur qui est du liquide et les vaisseaux pulmonaires ou aortiques qui sont également du liquide, ont la même densité. Si ces structures ont la même densité et qu'elles sont dans le même plan, donc c'est l'exemple qu'on a ici, on aura un effacement des bords de chacune des structures au niveau de leur confluence. Ici vous voyez, imaginons que ça c'est le cœur et ça c'est l'aorte. Les deux structures sont liquidiennes, donc même densité, elles sont dans le même plan, en tout cas au départ, on verra après que l'arc postérieur de l'aorte est dans le plan postérieur. Donc ces deux structures vont avoir une limite qui va être floue entre elles et qui va empêcher de voir leur limite. Par contre, si ces deux structures sont dans un plan différent, alors qu'elles sont toujours de densité identique, là, les rayons vont d'abord traverser l'une, puis l'autre, et en fait, on va voir vraiment une limite qui va se faire à l'interface entre les deux structures. Donc là, de nouveau, si on prend cet exemple, on va voir le cœur qui est ici, on va voir l'arche postérieure de l'aorte qui est en arrière, puisque je vous rappelle que l'aorte, elle démarre en avant, elle part du cœur, elle fait sa crosse et ensuite elle part en arrière. Donc vous verrez très bien que l'arc antérieur de l'aorte ne sera pas visible par rapport au cœur. Par contre, l'arc postérieur de l'aorte, qui sera dans le plan postérieur alors que le cœur est en antérieur, lui sera visible. On verra les limites entre le cœur et là. Donc on va regarder tout de suite un exemple, parce que c'est toujours un petit peu difficile à comprendre. Là, j'ai pris volontairement une radiographie d'un nourrisson, donc âgé de quelques mois. Vous voyez tout de suite ici que c'est une radiographie qui a été faite au lit. Donc tout de suite, réflexe, on se dit, le cœur, on ne pourra pas l'interpréter. On ne pourra pas dire s'il y a une cardiomégalie ou non. On vérifie toujours les structures environnantes avant de voir le parenchyme. Donc là, on voit très bien que la clavicule est ici. Vous voyez qu'elle est toute petite, elle n'est pas encore complètement formée. On voit surtout ici quelque chose d'intéressant qui est la visualisation de l'épiphyse de la tête humérale, de la diaphyse et du cartilage de croissance entre les deux, qui forcément ici n'est pas encore soudé. Donc c'est un aspect typique de radiographie d'articulation chez l'enfant. Attention à ne pas se faire piéger par ça. Les critères de qualité sont plutôt pas très bien respectés, puisque si on fait la ligne des épineuses
et les lignes des clavicules, on voit qu'ici la distance est beaucoup plus grande qu'ici. Donc forcément, encore une fois, c'était des conditions difficiles. Le nourrisson est au lit, souvent il bouge, donc la qualité de la radiographie n'est pas nickel. Donc c'est toujours bien important de faire la critique de la radiographie. Et donc ici, pour expliquer le signe de la silhouette, on va s'aider du cœur, toujours. C'est souvent le cœur qui a un rôle central pour comprendre la structure la localisation des autres structures. Donc je vous rappelle, le cœur est toujours antérieur. Là, on a le ventricule gauche, l'oreillette droite qui arrive ici. Et chez le nourrisson, chez l'enfant également, on a une structure qui s'appelle le thymus, qui est située au-delà du cœur, et qui va ensuite s'involuer chez l'adulte. Donc il ne sera plus visible chez l'adulte, sauf en cas de pathologie particulière, comme justement des tumeurs du thymus, ou un patient qui a des corticoïdes va avoir un thymus qui va réaugmenter. Et donc ce thymus, je vous le montre, il est ici, comme ceci, grossièrement. Et si on regarde très bien l'interface entre le thymus et le cœur, donc l'interface va être ici, notamment, on voit qu'on n'arrive pas du tout à faire la différence entre ces deux structures, alors que normalement, le thymus s'arrête ici et le cœur commence ensuite. Donc ce qui veut dire, comme le thymus et le cœur sont de densité identique, qu'elles se trouvent dans le même plan, puisque si elles se trouvaient dans un plan différent, le thymus et le cœur auraient une limite qui serait nette. Donc je vous rappelle, le cœur est toujours dans la partie antérieure du médiastin. Le thymus, on peut donc conclure qu'il est également dans la partie antérieure du médiastin. Donc ça c'est important. Bon, chez l'enfant, on sait très bien que le thymus est dans la partie antérieure du médiastin, et lorsqu'on a une tumeur ou des ganglions, ça nous permet également de savoir dans quelle zone se situent ces tumeurs ou ces ganglions. Également, même principe, entre le ventricule gauche et l'oreillette droite. Vous voyez qu'ici, au centre, on n'a pas du tout de ligne de démarcation entre le cœur droit et le cœur gauche, alors que anatomiquement, il y a une ligne de démarcation. C'est lié au fait que les 4 cavités du cœur sont de la même densité, puisqu'elles sont remplies toutes les 4 de liquide, qu'elles sont dans le même plan, puisqu'elles sont dans le plan antérieur. Donc on ne voit pas de limite, on a l'impression que le cœur est une structure qui est globale et qui est totalement uniforme. Voilà. On reviendra sur le signe de la silhouette tout à l'heure, puisque c'est bien de le revoir en pratique pour bien arriver à le comprendre. C'est le principe de base de la radiographie. Une fois qu'on a compris ce signe de la silhouette, on peut se débrouiller avec à peu près tout. Alors, on va passer aux éléments sémiologiques pulmonaires. C'est-à-dire en fait les éléments, les radiographies typiques que vous pourriez voir, avec les signes radiologiques typiques qu'on peut avoir sur la radiographie pulmonaire. Donc sur cette première radiographie, on ne va pas refaire ça à chaque fois, mais on va commencer comme ça. Toujours indiquer si la radiographie donc, est de bonne qualité ou pas. Donc là, les épineuses, le bord interne des clavicules, ça là, des symétries, très bien. Est-ce que cette radiographie est bien inspirée ou pas? On va prendre 1, 2, 3, 4, 5 arcs de côte antérieurs. On voit qu'ici ça croise la coupole diaphragmatique, donc cette radiographie n'est pas bien inspirée. Elle n'est pas bien inspirée parce que le patient a notamment une pathologie qui a dû l'empêcher de bien inspirer. En tout cas, il faudra garder en tête que cette radiographie n'est pas bien inspirée, donc le parenchyme pulmonaire n'est pas déplissé dans son ensemble, et donc normalement, on peut moins bien interpréter cette radiographie-là. Ensuite, est-ce que la radiographie est bien pénétrée? Alors là par contre oui, on voit plutôt bien les vertèbres, on les voit en arrière du cœur, donc on peut dire qu'elle est bien pénétrée. Tout va bien. Donc en gros là, sur les trois critères de qualité majeure, on en a un qui ne va pas très bien, et c'est un critère qui va juste nous empêcher de bien interpréter l'ensemble du parenchyme pulmonaire. Si jamais on était dans le dépistage d'un cancer du poumon par exemple, il faudrait refaire la radio. Ici on est dans un contexte infectieux où on a le diagnostic, donc on ne refera pas la radio. Donc l'élément sémiologique à voir ici, vous l'aurez tous vu, c'est ça. Vous avez une zone qui est très bien limitée, qui est dense, c'est ce qu'on appelle un foyer radiologique. Et vous voyez que cette zone est beaucoup plus dense que le reste du poumon, notamment le poumon gauche. Donc on va appeler ça une opacité, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à l'hyperclarté des parenchymes. Et il va falloir qu'on détermine
quelle est la nature de cette opacité. Donc ici, on a une opacité qui est donc à limite très nette. Je peux même vous dire qu'ici, c'est limité en haut par la scissure pulmonaire. C'est une opacité qui est globalement quand même un petit peu floue. Vous voyez que les éléments qui la composent sont un petit peu floconneux, pas très bien individualisables. C'est difficile un petit peu de savoir faire la limite entre chaque élément les uns avec les autres. Et surtout, on a un élément qui est majeur, qu'il faut toujours rechercher, c'est la présence d'un bronchogramme aérien. Ici, vous voyez, je vous entoure un bronchogramme aérien typique. C'est en fait une structure bronchique qui va s'intercaler au niveau de ce foyer et qu'on va voir, puisqu'en fait, il y a un comblement de toutes les structures qui sont autour des petites bronches, notamment des alvéoles. Et du coup, les structures bronchiques qui sont aériques vont être silhouettées par du liquide. Et donc c'est le même principe que tout à l'heure. On verra trop bien ces régions aériques, alors que normalement on ne devrait pas les voir. Vous comprenez très bien que dans un poumon sain, par exemple ici, on aura beaucoup de mal à voir les structures bronchiques aériennes normales, puisqu'on est entouré tout autour par des alvéoles qui contiennent également de l'air. En pratique, si vous regardez bien, dans cette zone-là, par exemple, on peut arriver à distinguer un fin trajet qui est aérique, qui correspond à une bronche, et qui peut être distingué par rapport au parenchyme adjacent. Donc si on revient à notre foyer initial, on a donc un foyer qui est bien systématisé, ça c'est un mot-clé à connaître pour la suite, qui est constitué par des opacités qui sont floues, qui sont confluentes, donc qui se regroupent toutes ensemble, et dans lequel on peut voir ce qu'on appelle un bronchogramme aérien. Encore une fois, ça c'est un mot-clé à connaître également. Il s'agit donc de ce qu'on appelle un foyer alvéolaire, et c'est typique de ce qu'on peut avoir dans une pneumopathie typique à pneumocoque, ce qu'on appelle une pneumopathie franche lobérique. Donc ça, c'est vraiment des critères à connaître. Une opacité alvéolaire, vous le verrez souvent, il ne faut pas passer à côté de ça. Et je vous rappelle encore une fois que, autant ici c'est très facile de voir cette opacité, autant en arrière du cœur, il faudrait toujours rechercher, puisqu'une opacité pourrait être visible quand même, mais si on ne la recherche pas, on ne la trouverait pas. Je vous avais remis une radiographie pulmonaire normale à côté, pour bien voir que d'un côté on a une transparence identique des deux poumons, alors que là on a très clairement un foyer infectieux. Donc voilà, l'opacité alvéolaire, c'est très important à connaître. Je vous rappelle que dans le poumon droit, on a deux scissures, on a une petite et une grande scissure, alors que dans le poumon gauche, on n'a qu'une seule scissure qui est la grande scissure. Donc attention à la sémiologie. Le poumon droit, on a un lobe supérieur, un lobe inférieur et un lobe moyen, alors que dans le poumon gauche, on a uniquement un lobe inférieur et un lobe supérieur. Alors, le cas numéro 2, c'est l'autre grand syndrome à connaître pour tout ce qui est pathologie pulmonaire. C'est ce qu'on appelle le syndrome interstitiel, vous l'aurez peut-être vu. Ici, on a le poumon gauche qui a l'air plutôt normal, globalement. Par contre, le poumon droit, vous voyez qu'il est atteint donc, dans sa totalité. Donc, parfois, on a des syndromes interstitiels qui sont localisés, mais très souvent, les syndromes interstitiels sont mal limités. On n'aura pas une limite nette comme la limite de la scissure qu'on avait dans l'opacité alvéolaire. Par contre, on aura un foyer qui sera beaucoup plus extensif, beaucoup plus large. En revanche, contrairement au syndrome alvéolaire qui est constitué par plein d'opacités alvéolaires qui sont floues et qui sont confluentes, par contre, un syndrome interstitiel qui est mal limité dans son ensemble est constitué par des éléments indépendants qui sont, eux, bien limités. Notamment, on va avoir tout un amas de petites réticulations. Les réticulations, c'est des petites lignes qui correspondent à un comblement des espaces interstitiels entre les alvéoles. Donc les alvéoles ne seront pas atteints, mais c'est tout l'espace de soutien qui va être atteint, qui va donner une structure très géométrique aux opacités qu'on va voir. Donc les réticulations. Ce qu'on va voir également, c'est la présence de multiples micronodules. Donc là, vous en voyez un, là, vous en voyez également un ici. Donc ces micronodules sont également typiques d'un syndrome interstitiel. On ne les verra pas dans un syndrome alvéolaire. Et ensuite, un élément très important pour le syndrome interstitiel, c'est la présence des lignes de Carlet. Les lignes de Carlet, c'est la même chose que les réticulations qu'on voit dans le poumon, mais elles sont à point de départ pleural, elles se raccordent au niveau de la paroi thoracique,
et donc elles vont avoir une trajectoire qui est typique, qui est horizontale, soit en bas, soit en haut. Donc là c'est facile, si c'est en haut, aux apex, on appelle ça des lignes de Carlet A. Si c'est des lignes qui sont à la base, on appellera c'est des lignes de Carlet B. Donc, souvent les lignes de Carlet A sont mal visibles. Ici la ligne de Carlet B, on peut en deviner une, ici. Donc je vous l'entoure. Ici, voilà, elle est juste là. Donc c'est une ligne de Carlet B, c'est une ligne qui est très franche, qui n'est pas une scissure et qui est assez typique d'un syndrome interstitiel. Donc le syndrome interstitiel, c'est important de le reconnaître par opposition au syndrome alvéolaire. C'est les deux grands syndromes pulmonaires. Parfois vous verrez parler de pathologie alvéolo-interstitielle. En théorie, c'est impossible d'avoir les deux, puisque c'est soit alvéolaire, soit interstitiel. Dans un des cas alvéolaire, c'est l'alvéole qui est touché, qui est rempli, ce qui explique pourquoi on voit toujours un bronchogrammairien. Dans l'autre cas, c'est l'interstitium qui est atteint, donc c'est l'espace entre les alvéoles. Donc c'est important de faire la différence entre les deux. Les pathologies interstitielles sont beaucoup plus vastes que les pathologies alvéolaires. On peut avoir notamment des pneumopathies infectieuses atypiques, par exemple la mycoplasme ou la chlamydia. On peut avoir ce qu'on appelle des pneumopathies infiltratives diffuses, qui peuvent être des causes allergiques ou d'autres causes inflammatoires. On peut également avoir des œdèmes aigus du poumon qui vont avoir cet aspect-là, etc. Donc c'est un chapitre assez large, ça vous le verrez en pneumologie plus tard. Voilà, je vous ai remis en gros les différentes structures qu'on peut voir dans ce syndrome interstitiel. Donc ici, vous voyez très bien qu'on a des lignes qui viennent s'entrecroiser. Donc attention à ne pas confondre avec les côtes, les arcs costaux qui eux font également des lignes. Mais là, vous voyez très bien qu'il y a beaucoup de lignes qui sont trop bien visibles. On a également, vous voyez ici, des petits nodules pulmonaires, ici également. Là, je vous avais zoomé pour bien mettre en évidence cette ligne de Carlet qui est juste ici et qui s'arrête là. Voilà, donc là vous connaissez les deux principaux syndromes qu'on peut avoir sur une radiographie pulmonaire. Maintenant, on va voir d'autres syndromes qui sont très importants également à connaître et qui nous permettent de bien toujours vérifier qu'on a bien vu une radiographie pulmonaire. Donc ça, c'était un patient qui jouait du trombone et qui avait une douleur thoracique brutale du côté gauche. Donc on soupçonne tout de suite un pneumothorax, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour voir un pneumothorax, il faut qu'on ait une zone du poumon qui soit plus aussi grise que d'habitude et qui soit quasiment aussi noire que ce qu'il y a en dehors de la radiographie pulmonaire. Donc on va bien faire le tour. Pour voir un pneumothorax, il faut toujours faire le tour du poumon pour bien voir si on a un décollement ou pas. Donc là, si on fait le tour, de ce côté-là, on n'a rien. Là, on n'a rien, tout est bien collé. On vérifie bien derrière le cœur. Les cul-de-sac pleureux sont bien, il n'y a pas de problème. Là, tout est bien collé, il n'y a pas de souci. Et là, on arrive sur une ligne qui ne devrait pas exister, qui n'est ni un arc costal, ni une scissure, et qui, si on la prolonge, va aller comme ceci, jusqu'à l'apex pulmonaire. Donc en fait, là, c'était un cas difficile de pneumothorax, mais toute cette zone-là est une zone qui est complètement décollée par rapport à la plèvre. Et vous voyez que le poumon, c'est un petit peu tassé, c'est un petit peu affaissé. Donc si j'efface pour que vous revoyez bien la limite entre les deux, elle n'est pas tout à fait simple à voir. Je pense que juste après, je dois avoir fait une diapo qui est zoomée. Voilà, exactement. Donc vous voyez très bien ici que vous avez la limite très nette entre le poumon normal et le poumon pathologique. Et vous pouvez dessiner cette ligne qui va ensuite se raccorder à la plèvre. Si vous regardez bien, vous verrez que ici dans cette zone, c'est du poumon normal, avec des structures vasculaires qu'on voit très bien, c'est les vaisseaux et les bronches. Alors que dans cette zone-là, par exemple, on n'a plus rien, on n'a plus du tout de vaisseaux, plus du tout de bronches. C'est vraiment la plèvre qui est décollée et du vide qui est à l'intérieur du thorax. Alors pour dire que c'est bien un pneumothorax et pas autre chose, il faut toujours avoir la ligne du pneumothorax qui se raccorde à la plèvre. Voilà, vous voyez, il y a un raccordement qui est aigu entre le pneumothorax et la plèvre, et c'est un critère majeur pour savoir si une pathologie est pleurale ou pas, c'est de voir s'il y a un raccordement à la plèvre. Donc là, on pouvait faire
la ligne du pneumothorax qui faisait tout ça. Donc très important, un pneumothorax c'est pas forcément énorme. Il faut toujours s'acharner à bien suivre les contours du poumon pour arriver à voir s'il y a un décollement du poumon quelque part ou pas. Donc là, effectivement, il y avait un pneumothorax. Alors, le pendant du pneumothorax, l'autre pathologie de la plèvre, on peut avoir donc soit un épanchement gazeux qui est le pneumothorax, la présence d'air dans la plèvre, soit la présence de liquide dans la plèvre, c'est ce qu'on appelle l'épanchement pleural. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait toujours vérifier les cul-de-sac pleuraux qui sont ici, vérifier qu'ils sont bien libres. Donc là, à gauche, il est libre. Par contre, vous voyez qu'à droite, on a une opacité qui fait comme ça et qui remplit entièrement la plèvre du côté droit. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on sait que cette opacité, c'est pas un foyer pulmonaire mais que c'est bien un épanchement pleural? Et bien tout d'abord, c'est un épanchement qui est bien déclive. Vous voyez que on a uniquement une atteinte de cette zone en bas et pas du tout en haut. Donc c'est normal, c'est du liquide, donc ça va avoir tendance à tomber vers le bas. Et ensuite, il y a un signe important qui est le même signe qu'on a vu tout à l'heure, qui est le raccordement à la plèvre. Vous voyez que la plèvre, elle est comme ceci. Et en fait, on a vraiment un raccordement qu'on appelle en pente douce avec la plèvre. C'est ce qu'on appelle ici, c'est un nom propre, la ligne de damoiseau, qui est la limite supérieure de l'épanchement pleural. Donc c'est la ligne selon laquelle l'épanchement pleural se raccorde jusqu'à la cloison. En cas d'épanchement pleural minime, vous verrez, on a juste un niveau ici, qui va combler le cul-de-sac pleural. En cas d'épanchement moyen, on aura donc cette image d'opacité, déclive, avec une ligne de damoiseau. Et en cas d'épanchement très important, on pourra aller jusqu'à l'opacité complète de l'ensemble du poumon. Ici, vous verrez, si vous êtes attentif, vous voyez qu'il y a des petits fils qui sont opaques au niveau du médiastin. C'est ce qu'on appelle des fils de sternotomie. Ça veut dire que le patient a déjà eu une thoracotomie, avec incision du sternum et ouverture dans la cage thoracique. Et ce sont des fils en métal qui permettent de refermer la paroi. Donc c'est normal qu'ils soient bien visibles puisqu'ils sont opaques sur la radiographie pulmonaire. Voilà. On voit très bien ici la ligne pleurale qui est comme ça, qui est en pente douce et qu'on appelle la ligne de damoiseau. Donc on a vu le pneumothorax, on a vu l'épanchement pleural, et donc on va continuer dans les pathologies à voir. Donc on enchaîne avec cette pathologie-là. Donc tout d'abord, ça également un point important qu'on n'a pas vu tout à l'heure, on peut avoir l'impression d'avoir des opacités qui sont ici et ici. Donc ça c'est pour vous rappeler, c'est une radiographie d'une femme, c'est pour vous rappeler que la poitrine va se projeter également sur la radiographie pulmonaire et peut donner, comme les omoplates, de fausses images, de fausses impressions d'opacité. Vous voyez d'ailleurs qu'ici l'omoplate, elle se prolonge comme ça. On a l'impression que toute cette zone est un peu plus grise que le reste du poumon, donc attention à ne pas croire que c'est un foyer pulmonaire. Et de manière identique, toute cette zone est beaucoup plus grise que le reste du poumon, ce qui n'est pas lié à une pathologie, mais qui est lié à la présence de la poitrine. Donc toujours très important de savoir ça. Alors, sur ce patient, on regarde les critères de qualité, ils ont l'air d'être plutôt bien, c'est symétrique, c'est bien pénétré. Est-ce qu'on a tous les arcs antérieurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcs antérieurs, donc on est bien inspiré. Donc cette radio, on se dit mais qu'est-ce qui est anormal? On comprend pas très bien. Et en pratique, quand on zoome un petit peu, là j'ai zoomé pour vous, mais pour nous on va s'approcher de la radio, ou maintenant qu'on travaille sur des ordinateurs, on va zoomer numériquement pour arriver à voir quelles sont les anomalies. On va voir quelque chose de pas très facile à voir, qui est ceci. C'est ce qu'on appelle un syndrome bronchique, et c'est en fait un épaississement de la paroi de la bronche, qui du coup va être beaucoup mieux visible que d'habitude. Vous voyez ici très bien que la bronche, on arrive parfaitement à la délimiter. Là je vous ai mis les bords de la bronche avec au centre une fine ligne aérique qui correspond à la lumière de la bronche. Et par contre, tout autour de cette ligne aérique, on a une bordure qui est beaucoup trop épaisse et qui correspond à l'épaississement de la paroi bronchique.
Donc ça donne ce qu'on appelle des images en rail, puisque effectivement, vous voyez que ça va donner des images typiques comme ça, avec la ligne du centre qui est l'opacité, qui est l'air, et les deux lignes sur les côtés qui vont constituer les parois. Et parfois, dans un syndrome bronchique, on peut avoir constitution d'impaction mucoïde. Donc l'impaction mucoïde, on va avoir pareil, toujours cette structure bronchique qui va s'arrêter d'un coup, là on n'en a pas, qui va s'arrêter d'un coup et qui correspond en fait à un bouchon de mucus qui est au milieu de cette bouche. Donc c'est un petit signe, le syndrome bronchique est parfois difficile à voir, mais il va être parfaitement visible, notamment dans le cadre d'une bronchiolite chez l'enfant ou dans le cadre d'une bronchite chez l'adulte. On pourra avoir un syndrome bronchique. Donc c'est moins facile à voir. Vous voyez que si on revient sur la radio d'avant, on avait un petit peu de mal à la voir. En pratique, si on regarde bien dans cette zone-là, ça saute aux yeux maintenant qu'on l'a vu. Ici également. Vous voyez que les bronches sont trop bien visibles, alors qu'on ne devrait pas les voir autant. Et elles sont surtout entourées par quelque chose qui est opaque, alors que normalement l'interface devrait être difficile à voir avec le poumon. Alors, donc là, on arrive dans quelque chose qui est un peu plus compliqué. Donc on va décomposer cette radiographie en deux fois. La première anomalie qu'on va regarder sur cette radiographie, vous allez tout de suite me dire, il y a un énorme truc qui est ici. Donc vous avez raison, mais ça on va laisser pour juste après. On va s'intéresser d'abord à tout ce qui est là. Tous ces petits nodules, vous voyez, il y en a un peu partout. Il y en a des deux côtés de manière bilatérale, ici également. Alors là, pour vous montrer tout de suite que c'est très important de regarder derrière le cœur, en arrière du cœur, vous voyez qu'ici, il y a une boule qui est également en arrière du cœur. Donc ça, si on ne regarde pas cette région, on va la louper. Donc c'est très important de regarder. Et très probablement également, ici, vous avez encore une lésion. Et même ici, vous avez une autre lésion qui est arrondie et qui sont toujours des lésions qui sont intrapulmonaires. Donc attention à bien regarder toutes les zones pièges. C'est vraiment pas pour le folklore que je vous dis ça. C'est vraiment parce que ça a un impact concret. Là, vous avez bien vu qu'on avait des lésions partout dans les deux poumons. Donc si on avait raté celle-là, c'était pas très grave. Par contre, le jour où vous n'avez que ces lésions qui sont rétrocardiaques ou sous la coupelle diaphragmatique, là vous allez louper un diagnostic. Donc ici, vous avez donc de multiples lésions qui sont plutôt bien arrondies. Si on prend celle-là, elle est opaque, elle est complètement à l'intérieur du poumon. Donc comme ce que je vous disais tout à l'heure, toujours se demander si un nodule est à l'intérieur du poumon ou à l'extérieur, par exemple sur la paroi. Et donc pour ça, on va regarder si les limites, les contours de cette lésion sont bien nets partout. Donc selon le principe de la tangence, si c'est bien un nodule qui est pulmonaire, intraparenchymateux, le rayon va traverser tous les bords, tous les contours selon une tangence normale. Donc on va voir toutes les limites de manière très précise. Alors que si, encore une fois, on a un grain de beauté ou autre chose sur la peau, ça va avoir tendance à s'écraser contre la peau. Et on aura donc une limite qui va être nette et une limite qui va être floue. Donc ça c'est important. On sait que tous ces nodules sont effectivement des nodules intrapulmonaires. Également, on va en profiter pour revoir le signe de la silhouette. Vous voyez ici que vous avez le ventricule gauche qui se projette comme ça. Et vous avez la lésion pulmonaire qui est juste ici et qui est en arrière du cœur. Comment est-ce qu'on sait qu'elle est en arrière du cœur? C'est très simple. C'est parce qu'on sait que cette lésion a à peu près la même densité que celle du cœur. Vous voyez qu'elles sont à peu près aussi grises, aussi blanches l'une que l'autre. Et on voit que le bord du cœur est très bien visible tout le temps et que le bord de ce nodule est toujours visible également. Donc là je vais effacer pour que vous voyez bien. Et vous voyez très bien ici que le nodule pulmonaire, on peut le suivre en totalité et que l'interface entre les deux lésions est très bien visible, alors que si jamais ces deux lésions étaient dans le même plan, elles devraient, selon le signe de la silhouette, ne pas être visibles, avoir des limites qui sont invisibles. Donc le cœur, on rappelle, est situé de manière antérieure dans le médiastin, donc cette lésion nodulaire est forcément située dans le médiastin postérieur. Donc voilà, encore une fois, c'est un élément très important, très pratique pour savoir où sont situées les lésions. Vous voyez qu'avec le signe de la tangence, on a dit que la lésion était intrapulmonaire,
et avec le signe de la silhouette, on a dit que la lésion était rétrocardiaque. Donc ce tableau, là on a analysé de manière très didactique les lésions. Cependant, ce tableau est typique, c'est quasiment pathognomonique, c'est ce qu'on appelle un lâcher de ballon. C'est comme si on avait lâché plein de ballons dans le ciel, et c'est typique de localisation secondaire, de métastase d'un cancer. Donc quand vous voyez ça, vous êtes quasiment sûr que ce sont des métastases pulmonaires multiples. Donc là, c'était effectivement des métastases pulmonaires. Donc ce terme-là, le terme de lâcher de ballon, c'est un terme important à connaître, puisque dès que vous avez beaucoup de lésions qui sont intrapulmonaires, vous pouvez dire qu'il y a un lâcher de ballon, et qui correspondent à des localisations secondaires, à des métastases. Alors, on revient sur cette radiographie, on va oublier les métastases pulmonaires, on repensera après à ces métastases. On va s'intéresser à cette lésion-là, qui est située au beau milieu du médiastin. Donc cette lésion est intéressante parce qu'elle va nous permettre de voir deux principes, qui sont d'une part le signe de la silhouette qu'on commence à connaître et qu'on va revoir encore une fois, et deuxièmement le syndrome médiastinal. Le syndrome médiastinal, c'est la règle qui permet de savoir si une masse, notamment, est dans le poumon, donc intraparenchymateuse, ou dans le médiastin, donc c'est-à-dire au niveau de la même région que celle du cœur. Pour dire qu'une opacité est médiastinale, on utilise donc le syndrome médiastinal, qui est le suivant. Il faut que cette opacité déborde la ligne médiane, donc qu'elle ne soit pas limitée d'un côté ou de l'autre par la ligne des épineuses. Vous comprenez bien qu'un cancer pulmonaire va être fortement limité par la fin du poumon, par la plèvre et par la paroi thoracique, avant de pouvoir envahir l'autre côté. Ici, cette lésion, elle est parfaitement symétrique de part et d'autre de la ligne médiane. Donc, on peut se dire qu'elle n'est pas à point de départ pulmonaire, mais qu'elle est plutôt à point de départ médiastinal. Je vous rappelle que quand vous avez une masse, pour localiser la masse de manière la plus fiable possible, vous prenez le centre de la masse, vous prenez son centre, et très souvent, la masse est issue de ce centre. Donc déjà, c'est une masse qui est à cheval de manière symétrique par rapport au plan médian. Donc on reprend ce même cas, on va oublier qu'il y a des métastases pulmonaires partout, et on va s'intéresser maintenant à cette grosse masse que vous voyez depuis tout à l'heure, et sur laquelle vous avez tout de suite tiqué, pour voir ce que c'est le syndrome médiastinal. Le syndrome médiastinal, c'est ce qui permet de savoir si une masse est intrapulmonaire, intraparenchymateuse, ou si elle est médiastinale, donc c'est-à-dire dans le même plan que le cœur. Pour dire qu'une masse est bien médiastinale et pas pulmonaire, on va déjà voir que cette masse est bien symétrique par rapport à la ligne médiane. Si on prend des épineuses toujours, on voit que cette lésion se développe de part et d'autre de la ligne médiane. Je vous rappelle que lorsque vous avez, dans n'importe quel cas, une grosse masse ou une grosse tumeur, pour savoir d'où elle vient, très souvent vous prenez le centre de la tumeur ou de la masse, et c'est souvent de là qu'est développée la tumeur. Pas forcément toujours, mais c'est souvent une très bonne indication. Vous imaginez bien que si vous avez une masse qui est intrapulmonaire, intraparenchymateuse, elle serait bloquée par le bord du poumon, par la plèvre, et elle aurait beaucoup plus de mal à envahir de l'autre côté. Par exemple, un cancer pulmonaire, au bout d'un moment, effectivement, il va grignoter la plèvre, il pourra passer de l'autre côté, mais en tout cas au début, il sera limité, il sera retenu par les limites du poumon. Donc on pourra avoir une masse qui correspond à un cancer pulmonaire, qui serait comme ça, qui serait vraiment centrée déjà sur le poumon, et qui serait limitée par la plèvre. L'autre principe qui sous-tend le syndrome médiastinal, c'est le fait que la structure étant dans le médiastin, on va voir ces limites qui vont être floues dans le médiastin. Ça, c'est une application directe du signe de la silhouette. Vous voyez qu'ici, on ne voit pas du tout de limites à l'intérieur. Par contre, ces limites extérieures vont elles être très nettes, puisque cette lésion est dans le médiastin et qu'elle est bordée par du poumon, par du parenchyme pulmonaire, qui par définition n'est pas de la même densité et qui va donc faire une interface très précise entre les deux. Donc, pour avoir un syndrome médiastinal, je vous rappelle ça, il faut que ce soit une lésion qui soit centrée, qui soit développée de manière centrée par rapport à une médiane. Et deuxièmement, il faut que ce soit une lésion dont on voit les bords très bien de manière extérieure, mais dont on ne voit pas les bords à l'intérieur.
Donc une fois qu'on a compris comment le principe du syndrome médiastinal, on sait que la masse qu'on voit ici est donc une masse qui est intramédiastinale. Par contre, c'est toujours le même problème, on ne sait pas où elle est dans le médiastin. Le médiastin, c'est une région qui est vaste, elle est développée en étage antérieur, moyen, inférieur, supérieur, moyen, inférieur, mais également en étage antérieur, moyen et postérieur. Et l'avantage et l'inconvénient du médiastin, c'est que les tumeurs qui s'y développent sont souvent assez stéréotypées et vont se développer, on va avoir tendance à se développer à partir d'une certaine région. Il est donc très important de savoir si la lésion elle est antérieure, moyenne ou postérieure. Donc pour cela, on a toujours le même système, le signe de la silhouette encore une fois. Et donc là, si on prend le signe de la silhouette, donc j'ai zoomé ici, notre masse en gros elle est comme ça. En dessous, nous avons le cœur, toujours pareil, oreillette droite et ventricule gauche. Et si on efface la limite d'interface entre les deux, on se rend compte que les deux masses, les contours des deux masses ne sont pas visibles. C'est donc le signe de la silhouette. On conclut que la masse qui est médiastinale ici est dans le même plan que le cœur. On rappelle que le cœur est antérieur. Donc la masse médiastinale qui est ici, on est sûr qu'elle est dans le plan antérieur. Si jamais on voyait le contour de la masse très net comme ça, avec le contour du cœur qui irait jusqu'ici, on serait sûr que la masse médiastinale ne serait pas dans le même plan que celle du cœur. Et donc dans ce cas-là, on pourrait avec certitude dire que la masse est soit dans le plan moyen, soit plus probablement dans le plan postérieur du médiastin. Donc ça c'est important. Notamment ici, je vous ai mis une coupe de scanner pour vous prouver ce qu'on disait, donc pour vous prouver que notre analyse est la bonne. Sur le scanner, on voit que le cœur, en gros, devrait être ici. En pratique, il est complètement refoulé. Et la masse qui est développée dans le médiastin est développée dans le médiastin antérieur. Donc vous voyez qu'en fait, elle va être dans le même plan que le plan du cœur, ce qui explique pourquoi les contours ne sont pas visibles. Encore une fois, c'est le signe de la silhouette. C'est vraiment le signe à connaître de base dans toute la pathologie pulmonaire. Et une fois que vous connaissez ce signe, vous êtes béton. Donc si on revient sur la diapositive d'avant, on retrouve très bien donc, nos deux principes de base, le syndrome médiastinal ici, limite franche à l'intérieur, limite floue à l'intérieur, limite franche pardon, à l'extérieur, limite floue à l'intérieur, et le signe de la silhouette, absence d'interface visible entre la masse et le cœur. Donc on est sûr que c'est une masse qui est médiastinale, et puis on est sûr que c'est une masse qui est médiastinale antérieure. Et ce qui est très simple, c'est que les étiologies des masses médiastinales antérieures, vous le verrez plus tard, mais c'est déjà très simple, c'est ce qu'on appelle les 4T. Donc les 4T, c'est-à-dire, ça peut être soit un thymome, une tumeur développée à partir du thymus, on avait vu tout à l'heure le thymus chez l'enfant, ça peut être un tératome, c'est une tumeur développée à partir de cellules germinales, ça peut être un goitre thyroïdien, c'est la thyroïde qui vient vraiment se jeter dans le médiastin antérieur. Dans ce cas-là, on verrait vraiment la limite de cette lésion qui irait jusque là, pour le goitre. Et ça peut être sinon le dernier T, ce qui n'est pas vraiment un T, c'est le terrible lymphome. Donc ça fait les 4 T, et ça permet de savoir, une fois qu'on sait que la tumeur est médiastinale antérieure, on est sûr que c'est forcément un des 4. Ici, le fait d'avoir des métastases un peu partout, ça nous oriente plus fortement vers un tératome qui est malin, qui a métastasé. Donc là, juste sur une radiographie pulmonaire, on peut déjà quasiment poser un diagnostic de certitude, alors qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Bien sûr, on va passer donc, ce qu'on voyait sur la diapo d'après. Donc dans ces cas-là, on repasse quand même toujours au scanner pour être certain tout de même de la localisation, même si on est quasiment sûr sur la radiographie pulmonaire, on a un outil qui est le scanner, qui est un outil en coupe, qui nous permet de localiser avec précision les masses ou les tumeurs qu'on voit. Donc ici notamment, on a vu qu'on voyait bien cette tumeur qui était médiastinale antérieure, et surtout le scanner nous permettra de faire quelque chose que la radiographie pulmonaire ne peut pas, c'est-à-dire de caractériser ce qu'il y a à l'intérieur de la masse. Donc ici notamment, on voit qu'il y a des structures qui sont hyper denses, qui correspondent probablement à des calcifications, ça va bien avec un tératome, et des zones qui sont hypodenses, qui sont ici, et qui correspondent à de la graisse. Donc là on a une tumeur qui est à la fois graisseuse et calcifiée, donc c'est très probablement un tératome, donc ce qu'on avait pensé initialement sur comme diagnostic.
Donc voilà, on a terminé la radiographie pulmonaire. Je vous rappelle que ce qui est très important, c'est le signe de la tangence, le signe de la silhouette. Avec ces deux signes, vous pouvez quasiment faire tous les diagnostics. Et ensuite, bien penser aux zones pièges, bien penser aux critères de qualité, c'est toujours important. Je vous rappelle qu'une cardiomégalie ne peut être appréciée que sur un cliché qui est debout. Et enfin, un petit message pour vous. Même si le scanner thoracique est d'accès facile maintenant, et beaucoup plus fiable que la radiographie pulmonaire, c'est très important pour vous, quand vous serez en première ligne, de savoir parfaitement interpréter une radiographie pulmonaire.